Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine Les Diagnostics. Ici, on se retrouve pour diagnostiquer un système, une défaillance qui peut arriver dans n'importe quelle institution ou encore un établissement public que ce soit. Aujourd'hui, nous allons essayer de discuter avec le directeur technique de l'ONEM qui est ici avec nous au plateau. Mais également, je ne suis pas seul, l'émission sera co-présentée avec mon ami Igor qui est avec moi, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Fidjons. Bienvenue. Ça va, merci. Comme je l'ai annoncé tantôt, nous serons avec le directeur technique de l'Office national pour l'emploi en la personne de M. Eric Mungomba Kitenge, à qui j'ai dit bonjour, soyez les bienvenus. Prenez place. Monsieur Eric Mungomba Kitenge, directeur technique de l'Office national pour l'emploi, encore une fois, bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour, merci. Comme je le disais tantôt, nous sommes Ecofin Télévision, un média essentiellement tourné vers les contenus économiques mais aussi financiers. L'un des rares médias qui se tourne vers ces contenus. Quelles sont vos premières impressions? D'abord, je commence par vous remercier le fait que vous avez pensé à notre institution. Et je profite de la même occasion pour remercier ma hiérarchie qui m'a délégué à ce que je puisse répondre à vos préoccupations. Bon, les premières impressions, c'est que c'est un cadre quand même, ça va, c'est bon. D'accord, merci beaucoup. Ouais, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes directeur technique au sein de l'Office national pour l'emploi. Quelles sont vos attributions au sein de cette grande institution du pays? Je souhaiterais que je puisse peut-être commencer par présenter l'ONEM. Et peut-être qu'on peut chuter par là, ou on peut transiter par là aussi. D'accord, on y va d'entrée de jeu. L'ONEM, c'est le sigle de l'Office national de l'emploi. Okay. En fait, l'ONEM, c'est un service public d'emploi. Au Congo, on l'appelle ONEM. À Brazzaville, ça s'appelait ONEMO et maintenant c'est partout ailleurs dans le monde, même en France, partout non, dans chaque pays. Partout au monde, c'est le service public d'emploi. D'emploi, oui. Mais quand vous êtes en France, ça s'appelle Pôle emploi. Vous êtes en Belgique, Forum. Vous êtes à Brazzaville, à GEC, et avant c'était ONEMO. Et en APEC au Maroc. Mais en RDC, on appelle ONEM, Office national de l'emploi. Alors, c'est quoi un service public d'emploi? Nous devons d'abord faire un tour en arrière. En 1948, au niveau des Nations Unies, on a créé ce que nous appelons l'Organisation internationale du travail. Okay. Et à ce moment-là, on a conçu une convention, 88, pour créer les services publics d'emploi dans tous les pays. Et nous étions pays membres en 1948. Alors, en 1969, je crois 21 ans après, la RDC a maintenant ratifié cette convention-là de création. Okay. Et on a commencé par ce qu'on appelait les services nationaux de l'emploi, CNEM en cycle. Et c'est en 2002 que, par un décret présidentiel, on a créé l'Office national de l'emploi. Donc avant, on n'en avait pas. Donc il y a à peine 21 ans qu'on a maintenant notre office. Alors, okay. Avant que je parle de mes attributions, je dois commencer par l'émission de l'ONEM, l'émission régalienne. En fait, ça se résume en quoi? C'est la promotion de l'emploi qui transite par la gestion du système d'information sur le marché de l'emploi. Et l'ONEM joue quel rôle? L'ONEM joue le rôle d'intermédiation entre les chercheurs d'emploi, qu'on appelle chômeurs, demandeurs d'emploi, personnes en quête d'emploi, et les employeurs. Pas nécessairement les employeurs, et l'espace qui offre l'emploi, qui met fin à la quête. Alors c'est pourquoi les gens pensent toujours que à droite, il n'y a que les employeurs. Non. Et l'ONEM joue le pont entre les deux. Si je dois emprunter une expression un peu que j'aime dire vulgaire, c'est comme un commissionnaire. Il sait qui a besoin d'un appartement et qui détient un appartement. Et l'ONEM joue ce rôle-là de pont. Qui a besoin de l'emploi et qui a l'emploi. Comment se comporte le monde d'emploi. Alors, la loi telle que nous avons ratifiée, nous sommes membres de l'Organisation internationale du travail. Okay. Nous sommes le guichet unique, nous avons le monopole pour aider ceux qui sont en quête d'emploi de traverser et d'aller sur l'autre rive. Alors, tout le monde doit passer par l'ONEM, qui est presque le guichet unique. Mais l'ONEM, pour vous aider à passer de l'autre côté de la rive, a 3 portes d'accès. La première porte, c'est ce que tout le monde pense, c'est à partir des offres, et on parle des employeurs. Okay. C'est une des portes. Donc quand vous venez, l'ONEM sait comment vous accompagner.
Et si vous avez des questions, je peux peut-être développer après. La deuxième porte, c'est à partir des projets et programmes qui vous amènent aussi sur cette plateforme-là. Et la troisième porte, c'est l'autonomisation, que nous appelons l'entrepreneuriat. Donc les trois portes vous amènent vers le monde que vous cherchez. Tout le monde entre, mais par une des portes à partir de l'ONEM qui établit ce qu'on appelle les bilans emploi. Voilà un peu. D'accord. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire, c'est l'ONEM qui prend la personne qui est demandeuse de l'emploi, l'ONEM l'amène chez l'employeur, ou bien c'est l'employeur qui vient à l'ONEM déposer une offre qui va correspondre à la demande du demandeur. Les deux démarches sont permises. Si vous êtes demandeur, passez par l'ONEM qui a les informations sur les marchés. Personne n'a les informations en dehors de l'ONEM. Même l'employeur, ça c'est la première porte, même l'employeur n'a pas les informations sur les demandeurs. Si vous les dites. Alors, même les demandeurs n'ont pas d'informations du côté de l'employeur. Et nous détenons les informations. Je vais être plus clair. Okay. Lorsque vous êtes en quête d'emploi, vous êtes de quelle catégorie? La première catégorie, peut-être que vous n'êtes pas scolarisé. Vous n'avez jamais été à l'école pour une raison ou une autre. Peut-être que vous avez été à l'école jusqu'à un certain niveau, peut-être que vous avez été jusqu'au niveau universitaire. Alors, quand vous venez, l'ONEM, vous vous enregistrez, c'est ce que nous demandons à tout le monde de venir s'enregistrer pour qu'on s'occupe d'eux. Alors, quand vous vous enregistrez, l'ONEM établit ce qu'on appelle les bilans emploi. Et vous dit, au regard de votre profil, vous devez passer par l'offre. Au regard de votre profil, il y a des projets et des programmes. Au regard de votre profil, vous aussi profitez par la troisième voie qui est l'entrepreneuriat. Alors, je sais que la plupart des questions, c'est toujours par rapport aux offreurs, par rapport aux employeurs, allais-je dire. Donc, lorsque vous arrivez, l'ONEM va maintenant vous accompagner. L'accompagnement peut être personnalisé au collectif. Comment ça se passe d'ailleurs cet accompagnement? Ok. D'abord, vous vous enregistrez. Quand vous vous enregistrez, nous avons une fiche qui décrit votre profil. En dehors du nom, poste, nom, tout ça, d'abord, les profils entiers. Les genres. Vous êtes de quel genre? Parce qu'il y a des offres aussi qui essaient un peu de donner comme atout, les genres. Deuxièmement, il y a les niveaux d'études. Est-ce que sans formation, primaire, secondaire, universitaire, enseignement technique, formation professionnelle, on vous décrit. Et quand vous avez le niveau d'études, on va déterminer aussi votre filière. Parce que tout celui qui a étudié n'a pas suivi la même filière. Alors quand nous décrivons, maintenant nous vous disons, voilà, au regard de votre bilan emploi, voilà comment nous allons vous accompagner. Les offres aussi, parce que nous entrons aussi en contact, ce que nous appelons chez nous la prospection. Okay. Nous allons vers les entreprises et aussi ils viennent vers chez nous pour déposer leurs offres d'emploi. Alors, maintenant nous, on check dans notre base de données pour dire tel peut répondre. Mais avant d'y aller... S'il vous plaît, monsieur le directeur, oui? sur base de quoi vous checkez, vous faites tous ces critères-là pour pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte que les demandeurs d'emploi puissent bénéficier au fait de votre accompagnement? Très bien. Merci pour la question et ça me fait plaisir. Parce que nous avons le monopole d'informations sur le marché de l'emploi. Alors quand vous venez, un peu de façon innocente, alors vous vous enregistrez. Oui. Nous sommes des conseillers emploi. Alors nous disons, bon, voilà votre bilan. Alors, les offres vont venir. Par rapport à votre profil, qu'est-ce que nous faisons? Nous vous accompagnons de ce que nous appelons l'orientation professionnelle. Nous avons les techniques de recherche d'emploi. Si je peux me résumer, quand les offres viennent, on va vous dire qu'il faut déposer un CV. Alors, or, les CV, ce n'est pas toujours les CV qui sont dans les cybercafés. Il y a même le modèle CV 2023 que les gens ne connaissent pas. Okay. Et qui n'est pas enseigné au niveau du ministère de l'Éducation. Alors, nous vous montrons comment on élabore un CV. Déjà quand quelqu'un vient déposer son CV... vous venez vous enregistrer. Oui. En contrepartie, on vous délivre la carte. Et puis, on vous invite. Sur la carte, on va y arriver. Mais déjà, quand quelqu'un vient déposer son CV pour trouver un emploi, c'est-à-dire un demandeur d'emploi, est-ce que l'ONEM prend le temps de lui expliquer comment faire son CV, si son CV a été mal fait? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, qui nous ont dit, déposer son CV à l'ONEM, attendre jusqu'à ne pas être rappelé. Bon, est-ce que l'ONEM prend le temps d'expliquer à la personne que votre CV, soit ça a été mal fait, soit il faut les refaire comme ça, ou comment? C'est ce que je vous ai dit. Vous venez en deux temps. D'abord, quand vous venez, au niveau de l'accueil actif, on vous enregistre. Et on prend vos informations, on envoie dans notre base de données, au niveau du service informatique. Et puis, maintenant, on vous invite. Deuxième rencontre, quand vous venez, vous passez par les services que nous appelons orientation professionnelle. Et les services, maintenant, commencent à vous dire, voilà, votre CV est là, voilà comment on élabore les CV aujourd'hui.
Okay. Voilà la lettre de demande d'emploi. J'ai l'insigne honneur de venir pour un poste vacant. On va vous expliquer que c'est déjà caduque, la lettre. Maintenant, on a remplacé par ce qu'on appelle la lettre de motivation. Où vous devez vous vendre vous-même. Que moi, si je viens chez Ecofin, voilà ce que je peux apporter. Okay. Il ne faut pas dire non, je viens poste vacant, si ça ne répond pas à votre fille. En dehors de ça, comme technique de recherche d'emploi, la rédaction, comment rédiger la lettre de motivation, comment se préparer à un entretien d'embauche. Parce que vous devez passer par l'entretien. Bien sûr. Il n'y a pas que l'entretien. Nous vous faisons passer ce que nous appelons les tests psychotechniques. Les entretiens exploratoires, tout ça, on vous montre, on vous dit, voilà, là où vous allez, voilà ce qui vous attend. Là, et voilà les besoins des entreprises. Nous avons l'information. Voilà les besoins des entreprises. Ils ont besoin d'une personne qui est en dehors peut-être de son cycle normal, qui a peut-être renforcé. Parce qu'il y a des offres qui viennent en disant qu'il faut que la personne maîtrise l'outil informatique. On va vous donner toutes ces informations-là pour vous dire, voilà ce que vous devez être. Si vous êtes ce que vous êtes là, vous avez moins de chances d'accéder à un emploi. Alors, on vous donne toute l'information qu'il faut par rapport à votre bilan emploi. Okay. L'information qu'on vous donne, ce n'est pas ce qu'on va donner à M. B. Ok. Allez-y. Alors, ce sont des informations que vous donnez en amont aux demandeurs d'emploi ou ce sont des informations que vous donnez après que, n'est-ce pas, les demandeurs d'emploi aient d'abord déposé donc sa candidature au sein de l'ONEM? Non, non. Quand vous dites déposer, ça fait deux langages. Nous nous invitons, chaque fois, une fois que vous êtes en quête d'emploi, venez déjà à l'ONEM. Peut-être que pendant les études, vous pouvez aussi venir, ou bien à la fin de vos études, aussi, venez déjà à l'ONEM. L'ONEM va vous demander, va vous mettre à votre disposition une fiche que vous allez remplir, qui répond presque au CV. Et puis, il va vous inviter maintenant, avant que même l'offre n'arrive. Parce que c'est l'ONEM qui va vendre votre profil. Oui. Que, voilà, et on vous appelle, il y a une offre qui répond à votre profil, venez. Mais vous n'allez pas rencontrer l'employeur sans qu'on puisse vous donner les conseils qu'il faille. Bon, déjà avec ça, l'ONEM organise ce qui est sûr, des formations ou bien encore des stages professionnels. C'est-à-dire que si l'employeur venait déposer une offre et que l'ONEM étudie l'offre, l'ONEM a certainement le monopole d'orienter ses candidats demandeurs d'emploi dans des stages professionnels ou bien des formations. Comment vous... Les stages professionnels, c'est un programme, toujours parmi les techniques de recherche d'emploi. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, comme disent les Camerounais, les études, c'est parfois une obésité théorique. Alors, on doit vous mettre maintenant, vous approcher de la pratique. Alors, l'ONEM, par exemple, en 2016, l'ONEM a été soutenu par la BAD, qui lui avait demandé de recruter 10 000 jeunes pour les insérer en stage professionnel. Nous sommes arrivés à 6 000 et il y a eu la pandémie Covid, et alors ça, c'est un peu de... Et après la pandémie, la Banque africaine de développement n'a pu penser à refinancer... Notre demande est sur leur table. Nous attendons. Ok, c'est-à-dire si l'employeur laisse son offre et que les demandeurs venaient, au cas où ils ne répondaient pas au profil, l'ONEM lui oriente. C'est ce que je disais. C'est-à-dire l'ONEM lui oriente dans une formation ou bien dans un stage professionnel. Mais comment vous les faites? Si la personne venait déposer son CV, après c'est l'employeur qui donne aussi son profil qu'il veut. Alors l'ONEM veut orienter vers une formation ou bien un stage professionnel. Je veux maintenant savoir comment ça s'est passé. Non, c'est-à-dire que nous, on n'attend pas que l'employeur vienne avec l'offre. Parce que nous avons déjà des offres pendant des années. Et nous étudions les offres à froid, même s'ils ont expiré. Dans ce que nous appelons les fiches métiers. Nous étudions les différentes étapes de l'offre. Alors, quand vous venez, nous vous disons, voilà la réalité sur le terrain. Voilà comment ça se passe par rapport à votre profil. Déjà à l'avance. Nous, on n'attend pas que l'offre arrive et puis on vous appelle. Non, on vous appelle avant même l'offre. Et puis on vous dit aussitôt qu'il y aura l'offre qui va répondre maintenant, que vous êtes un peu formaté. Allez, vous pouvez maintenant venir. À vous attendre parler... Donc, vous, par rapport à votre question, c'est comme si vous disiez qu'il y a des gens qui viennent pour... nous, on invite déjà que toute personne qui n'est pas encore enregistrée par rapport à cette émission, qui vienne d'abord à l'ONEM se faire enregistrer. Il verra qu'on va l'appeler pour le coacher. Oui, d'accord. À vous entendre parler, c'est comme si les employeurs qui viennent déposer leurs offres chez vous sont un peu comme vos partenaires. Ce sont nos partenaires. C'est pourquoi nous disons que nous jouons le rôle d'un pont entre les demandeurs et les employeurs. Alors, comment se passent ces partenariats? Les employeurs viennent déposer les offres en payant quelque chose ou bien les offres sont déposées de manière gratuite au sein de l'Office national? Je suis content par rapport à cette question. J'ai dit que nous avons ratifié la Convention 428 sur la création de services publics d'emploi. Alors, le premier article dit que tous les services publics d'emploi sont gratuits. D'abord, quand vous venez vous enregistrer, c'est gratuit. La carte, elle est gratuite.
Comme vous l'avez dit. Si on vous demande l'argent, vous aussi demandez une facture. Vous verrez que la personne ne va pas vous donner la facture. Parce que la majorité des personnes... Et puis qu'on se le dise, oui. Il y a aussi des gens qui, quand ils vous voient venir, parce que nous avons des antennes dans des communes par exemple. Oui, c'est ça. Est-ce que qui vous dit que la personne qui vous reçoit en premier, c'est un agent de l'ONEM? Mais après avoir délivré la carte, certainement, il prendra la carte. En tout cas, après, c'est gratuit. C'est de votre droit de dénoncer si quelqu'un vous demandait l'argent. Ça, c'est le premier service qui est gratuit. Le second, quand l'entreprise vient déposer son offre, c'est aussi gratuit. Et si par exemple, vous attrapez de l'emploi, vous devez signer un contrat. Et le contrat doit être visé par l'ONEM. C'est aussi gratuit. Et si on vous apprenait qu'il y a un service payant, venez vite informer l'ONEM. Parlant des contrats, les contrats de travail, que ce soit un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, c'est écrit par l'employeur ou bien c'est c'est la volonté de l'employeur. C'est la volonté de l'employeur. Et puis l'ONEM n'a pas des yeux là-dessus. Bon, l'ONEM a quand même des yeux parce que nous étudions les offres. Okay. Surtout les offres aussi des étrangers. Parce qu'il y a aussi de ces postes par rapport au contrat des étrangers qui sont réservés aux nationaux. Il y a même un arrêté ministériel là-dessus. Donc nous étudions chaque offre. Parfois nous interpellons l'employeur, nous disons ici, non, aidez-nous ici, aidez les demandeurs, faites ceci, et si vous avez exagéré, et puis on y va. Je crois que j'aimerais bien qu'on fasse d'abord un recul, oui, parce qu'on est parti aux demandeurs d'emploi. Vous nous avez parlé des cartes ici. Est-ce qu'il y a-t-il des critères pour, n'est-ce pas, obtenir cette carte-là? Parce que vous avez dit que c'est une carte que l'on obtient gratuitement, mais qu'est-ce qu'il faut pour un demandeur d'emploi? Je prends l'exemple. Oui, je prends l'exemple d'un monsieur lambda qui vient vers vous, qui approche vos services pour, n'est-ce pas, bénéficier de cette carte. Qu'est-ce qu'il doit exhiber comme pièce? Déjà, la Constitution nous a dit que tout le monde a droit au travail. Au travail. Oui. Donc même si vous n'avez jamais été à l'école, même si vous ne parlez pas français, oui, vous avez droit au travail. Même si vous êtes une personne vulnérable, faisant partie des groupes de personnes vulnérables, que vous soyez handicapé, aveugle, sourd, oui, vous avez droit aussi au travail. Il y a des programmes, c'est ça la deuxième porte d'accès, il y a des programmes par rapport à chaque catégorie. Mais qu'est-ce qui fait, monsieur le directeur, c'est important, vous vous interloquez, qu'est-ce qui fait en sorte que notre pays, qui est assez de chômeurs, est-ce que c'est par manque de connaissances ou comment? Tout d'abord, est-ce que le taux de chômage est mesurable? Si vous le faites, par quelle méthode? Merci beaucoup. Le terme taux, c'est un ratio. Un ratio, en mathématiques, c'est un quotient où il y a un numérateur et un dénominateur. Le dénominateur, c'est d'abord le niveau de la population, quoi. Oui. Est-ce que si vous êtes au courant, les derniers recensements en RDC datent de 1984. Ça, c'est le recensement de la population. Et le reste, ce sont des estimations. Exact. C'est le recensement de la population. Nous parlons là du recensement. recensement. Or, quand il n'y a pas de recensement, déjà les taux posent problème. Okay. Parce que c'est les dénominateurs. Parce que les taux de chômage, au numérateur, c'est le nombre de la population active, à l'âge de travailler. Et puis, c'est, bon, en fait, plutôt au numérateur, ceux qui sont chercheurs d'emploi, oui, et au dénominateur, la population active. Et on détermine les taux. Or, on n'est pas encore passé au recensement, nous sommes au niveau des estimations. Et puis moi, je me dis, quand vous êtes curieux par rapport aux chiffres, je me rappelle une fois, nous étions au Cameroun, alors leur directeur général disait ceci, il faut chaque fois comparer les services publics d'emploi avec un centre hospitalier. Parce que si je vous disais, par exemple, que le taux est de 84 ou de 83, quelle est la différence? Cherchons plutôt des solutions. Parce que quand vous allez dans un centre, quand vous avez votre température est de 37 ou de 40, on sait si on va vous donner un comprimé, ou bien une piqûre, ou bien on va vous transfuser, ou vous perfuser. Mais donc, même si on a les taux là, les chiffres là, il faut avoir aussi une solution derrière les chiffres. Mais si on dit que le taux est de 84, et puis les taux aussi, c'est un problème de définition, ça je vais mettre l'accent. Est-ce que vous savez que les termes emploi, les termes travail, les termes chômage, ça dépend d'une région à une autre. Même au niveau des universités, parfois, ils ont une autre définition. Vous allez au niveau de l'OIT, ils ont ici une définition. Alors, si nous nous attardons sur ces chiffres-là, moi je crois que allons vite vers les solutions. Parce que même si on disait que c'est 84%, il y a discussion là-dessus. Quand vous allez même sur Internet, on vous dit 84%. Quand vous allez ailleurs, on vous dit c'est 3%. Ça dépend de la conception. Mais déjà, à partir des demandeurs d'emploi qui viennent s'enregistrer au sein de l'ONEM, l'ONEM sait au moins faire ses statistiques pour savoir qu'annuellement ou bien mensuellement, le niveau est faible. Le niveau d'enregistrement est déjà faible. Si le niveau d'enregistrement est tellement faible, parce que nous les décrions, nous les savons de partout que les taux de chômage est un peu de manière gangrénante ici dans les pays. C'est-à-dire, l'ONEM fait quoi pour que les personnes viennent s'identifier?
Oui, d'abord, nous informons, nous sensibilisons, que les personnes viennent, mais nous aussi, nous avons ce qu'on appelle le marketing agressif. Nous allons vers les demandeurs. Mais qu'on se le dise, l'ONEM n'a pas aussi tous les moyens pour atterrir dans les 145 territoires. Parce que tout le monde a le droit d'être enregistré. C'est un service public qui est normalement financé par l'État. Justement, qui doit s'étaler. D'abord, quand il s'étale sur les chefs des lieux de 26 provinces, jusque-là on n'a pas encore atteint les provinces, mais on est aussi dans quelques antennes. Mais notre vision, notre rêve, l'idéal c'est que l'ONEM soit dans les 145 territoires. C'est ce qui justifie ces faibles taux d'enregistrement des jeunes? Bien sûr, quand on n'est pas... L'extension de l'ONEM se limite quelque part. On doit me reconnaître. Ok. Mais parlons de la carte, comme on le disait tantôt. Il y a des personnes qui se disent avoir obtenu cette carte, même si vous les dites qu'elle est gratuite, dans des coins, recoins, dans des communes, on demande quelque chose, quelques billets. C'est vérifiable. C'est vérifiable. Quand je l'ai dit, je sais pourquoi je l'ai dit. Alors, toutes ces personnes-là se disent non et disent qu'ils n'ont jamais été recontactés par l'ONEM. Que ce soit pour la deuxième phase, comme vous l'avez dit, que l'ONEM rappelle quelqu'un, ou que ce soit pour de l'emploi. Comment vous les justifiez? Oui. D'abord, pour que nous puissions... D'abord, nous vous appelons 2 fois. La première fois, c'est pour déterminer votre bilan emploi et puis vous coacher, vous accompagner, pour que lorsqu'il y aura peut-être l'offre, qu'on puisse vous appeler. Mais nous décrions une chose en Afrique, c'est que nous appelons l'inadéquation formation-emploi. La formation n'a rien à voir avec les besoins des entreprises et il est demandé à tous les pays africains, à partir de l'Association mondiale des services d'emploi et de l'Association africaine, qu'on puisse réformer un peu les systèmes éducatifs. Vous aussi, vous avez fait la théologie, mais vous espérez travailler dans un service, une entreprise de communication. Quel jour on va vous appeler? Mais vous allez dire quoi? L'ONEM ne fait rien, on ne m'appelle pas. Votre filière ne répond pas aux besoins, ne répond pas aux offres de recrutement. Alors vous avez dit que l'ONEM ne fait rien. Ça dépend. C'est à nous de vous informer maintenant. Par rapport à votre formation, voilà les déficits, voilà ce que vous devez faire. Venez à l'ONEM, comme ça on va vous orienter. Parce que nous, et puis les entreprises, qu'on se les dise, quel est l'objectif de toute entreprise? En commençant par la vôtre, c'est la réalisation des bénéfices. Des bénéfices, bien sûr. Quelle est la formule du bénéfice mathématiquement? C'est recette moins charge. Ceux qui ont fait la section commerciale ou l'économie, ils savent que les personnels, on l'appelle en comptabilité charge du personnel. Même vous, si on vous demandait de recruter 50 bonnes, vous allez crier. Bien sûr. Alors donc, ne demandez pas aux entreprises, ce ne sont pas des églises qui sont des gagneurs d'âme, pour commencer à recruter des charges. Doivent se limiter quelque part. Alors c'est ainsi que nous disons qu'après analyse des informations du marché de l'emploi, l'ONEM a constaté que la première voie des offres là, elle est un peu lourde. Et moi, ça n'engage que moi, je n'engage pas l'ONEM par rapport à mes articles que j'arrive à publier. J'appelle les offres comme un jackpot, une loterie. Vous déposez, vous allez attendre ici, la combinaison elle est chanceuse. Donc, alors c'est ainsi que l'ONEM s'est dit non, si on reste sur cette voie-là, les demandeurs vont continuer à fêter leur anniversaire de chômage. Et qu'est-ce que l'ONEM propose exactement? La deuxième et la troisième voie. La deuxième et la troisième voie. C'est pourquoi il y a sur la deuxième voie, sur la deuxième voie, ce sont les projets et les programmes. Par exemple, quels sont vos projets là-bas? Il y en a beaucoup. Oui. On peut prendre par exemple le projet IMO, H-I-M-O, haute intensité en main-d'œuvre. On demande, là, en tant que conseiller du gouvernement, nous demandons au gouvernement, par exemple, qu'on mette des travaux des infrastructures, la construction des routes, tout ça. Ce sont des projets. Ça résorbe aussi les chômages. Vous comprenez un peu? Et là, que ce soit le gouvernement, que ce soit les partenaires, ils peuvent financer et les gens trouvent de l'emploi. Et là aussi, je voulais quand même faire un pas en arrière. La définition de l'emploi ici au Congo pose problème. D'abord, nous avons les emplois informels qui existent, du secteur informel, tout. Mais aujourd'hui, tout le monde s'est dit travailler, c'est aller à Gombe. Quand quelqu'un, moi je me rappelle, une fois quelqu'un me reconnaît en tant que cadre à l'ONEM, il dit si je peux lui chercher du boulot. Mais il était au niveau des stations, il était comment je l'appelle, pompiste, hein? Oui. Les pompiers. Au niveau des stations, pompistes. Les pompistes. Alors, il dit, il cherche le boulot. Moi, je dis, mais ce que tu as, c'est le boulot. Il me répond, ça, c'est pas le boulot. Le boulot, c'est en ville. Déjà, nous-mêmes, nous avons un problème de définition. Pas seulement en ville, mais il y a des personnes qui se disent peut-être être chômeurs,
Peut-être parce qu'ils sont tenanciers ou tenancières des terrasses, des bars et autres choses comme ça. Oui. C'est-à-dire, Voilà. Là aussi, aujourd'hui, l'emploi est défini comme travailler dans un bureau et autres choses comme ça. Mais c'est notre mentalité. L'ONEM ne fait pas son travail pour expliquer à Oui, qui nous le faisons, nous passons dans les salons de l'emploi pour expliquer que... bon, c'est pourquoi j'ai parlé des définitions, hein, des concepts emploi, travail, tout ça. Travail, c'est quand vous transpirez, quand vous faites quelque chose. Mais l'emploi, c'est quand vous êtes rémunéré. Bon, alors il y a des gens qui pensent que quand vous avez un numéro matriculé au niveau de la fonction publique, là vous travaillez. Mais si vous êtes barman quelque part, ou bien hôtesse dans un hôtel, là, ce n'est pas le boulot. Le boulot, c'est seulement en ville. Ouais, alors, quand vous nous dites ça, c'est pourquoi il y a des programmes. Aujourd'hui, par exemple, nous avons le programme de développement des emplois verts. C'est-à-dire les emplois verts, ce sont des emplois qui viennent des emplois du futur. Ça ne date pas de longtemps par rapport au réchauffement climatique. Nous luttons contre le réchauffement climatique. Alors, on lutte comment? Déforestage, tout ça. Par exemple, le recyclage des déchets plastiques. Okay. Parce que les déchets plastiques contribuent aussi au réchauffement climatique. On doit recycler. Ce sont des projets qui existent. Des paysagistes, nous avons des parcs, on doit demander aux gens comment. Il y a des projets. Donc, ce sont des programmes qui sont là, non seulement sur la table, mais qui sont entre les mains des décideurs. Donc qui attendent un financement qui peut résorber le chômage. C'est une deuxième voie. Il y a des projets comme ça, par exemple le développement des emplois ruraux. Okay. Il y a le développement des pêche, élevage, tout. Mais quand vous dites à quelqu'un qui est là aussi, il vous dit non, lui, il atteint seulement le numéro matricule. C'est un problème aussi de mentalité. C'est pourquoi je suis content qu'il y ait un ministère sur l'éducation à la citoyenneté, tout ça. Okay. On doit quand même rappeler aussi aux gens, même nos prédicateurs aussi, qu'ils arrivent quand même à nous aider pour parler non seulement de l'emploi, mais aussi de l'entrepreneuriat. Alors du coup, là, on plonge aux troisième porte d'entrée, c'est l'entrepreneuriat. Alors, on aimerait savoir, vous encadrez aussi les jeunes entrepreneurs qui sont soucieux, n'est-ce pas, d'apporter un plus notre pays, puisqu'on sait bien que les entreprises dans un pays peuvent aussi, n'est-ce pas, apporter le développement d'un État. Alors, comment vous orientez les jeunes entrepreneurs qui sont ambitieux? D'abord, nous les invitons à venir s'enregistrer. Ils ont aussi leur base de données. On doit aussi les coacher pour leur dire comment on amorce l'entrepreneuriat. Mais j'ai constaté aussi avec beaucoup de regrets que dans la plupart des salons de l'emploi, quand on parle de l'entrepreneuriat, on reste au niveau thématique, au niveau du concept et de la dimension sémantique même de la terminologie. Mais en fait, en réalité, l'entrepreneuriat doit d'abord commencer au niveau de la formation. Okay. Et ici, dans notre pays, en 2014, je crois qu'il y a un arrêté ministériel qui avait programmé qu'il y ait l'entrepreneuriat au niveau scolaire. Mais ce n'est pas encore appliqué. Mais tous les pays qui nous entourent, on enseigne l'entrepreneuriat déjà à l'école maternelle, à l'école primaire. Okay. On enseigne l'agriculture à l'école primaire. Donc, l'élevage, la pêche, on enseigne déjà. Mais nous sommes toujours restés à parler, on connaît plus l'étranger que notre même propre pays. Donc, il faut déjà encadrer les gens au niveau de l'entrepreneuriat. Et puis, l'entrepreneuriat a aussi ses exigences, si pas de ses caprices. Déjà, par rapport à notre mentalité, il y a l'aspect mutualité, par exemple. On a appelé tontine, chez nous on appelle l'ikelemba. Donc déjà, notre propre vocabulaire, quand nous mettons l'argent ensemble et ça passe chacun à son tour, en lingala on dit tour nanga ya kolia. Et pourtant, à l'origine, l'ikelemba, c'est la constitution d'un capital. On ne bouffe pas le capital. Et puis nous ici, c'est rare de créer des coopératives. Ce n'est pas dans notre mentalité. Okay. On n'a pas confiance à l'autre. Si on doit se réunir, peut-être autour d'une bière, mais pas dans l'entrepreneuriat. On doit faire aussi la promotion des talents. Parce qu'ici, il y a des gens, si je prends la banque ici, le vieux Dokolo, paix à son âme, est-ce qu'il avait fait ici dans les banques? Mais il avait créé une banque. Ça, il faut féliciter. Oui. Donc, il avait ces talents qu'il développait. Le vieux Kindle, le monsieur, papa Kindle. Kindle, avec BIC. Avec BIC. Oui. Il a créé. Donc, il y a les talents aussi que nous devons développer. Par exemple, dans la coiffure, la plupart de nos coiffeurs là n'ont pas été à l'école. Oui, beaucoup. Alors, ils peuvent développer. Je peux prendre un exemple qui peut vous choquer. Nos taximens ici. Je sais que peut-être parmi vous, il y a des gens qui ont des taxis. Les recettes journalières, il est 3 fois plus que ce qu'ils font comme versement. Mais ils sont toujours
en train de se plaindre. De se plaindre Et pourtant, dans moins d'une année, avec ce qu'il lui perçoit, là, il peut se taper même un taxi à lui. Alors donc c'est un problème de mentalité. Alors nous, en tant qu'ONEM, nous venons pour essayer de sensibiliser. L'entrepreneuriat, ça s'apprend. L'entrepreneuriat, on peut compter, d'une part, au niveau des mutualités, d'autre part, au niveau de ses talents. Si je dois prendre même mon propre exemple, quand j'étais étudiant à l'UNIKIN, et quand je sentais que ça ne marchait pas, comme j'étais fort en mathématiques, j'étais parti en Banzalem à commencer à donner des cours aux enfants. Et ça m'a fait de l'argent. Autre chose comme ça. Donc, voilà, si on comprend bien, je pesais sur mes talents. C'est un problème de mentalité, comme vous l'avez dit. Oui. Maintenant, on va parler de vos partenaires. Oui. Parlant des partenaires, déjà, on sait, ça se raconte que pour avoir un emploi quelque part, passer ou n'est pas passer par l'ONEM, il faut avoir certainement une personne qui a une certaine influence dans une entreprise, dans une institution et autres. Et l'ONEM, certainement, l'ONEM le sait aussi. Mais que fait l'ONEM pour lutter contre ces fléaux? Bon, vous, peut-être en tant que journaliste, vous appelez ça fléau. Mais sur le terrain, les gens trouvent que quand l'oncle est nommé quelque part, c'est une voie par laquelle... Même si on n'a pas des compétences, même si on n'a pas un Justement, c'est pour ça que je dis un problème de mentalité. L'ONEM aussi ne s'implique pas quant à ça. Parce que l'ONEM a un partenaire qui est officiel, qui est d'abord les gouvernements. Les gouvernements, alors, dans des institutions publiques, on retrouve les mêmes cas aussi. C'est-à-dire quand l'oncle est nommé, par exemple, directeur général ou PCA quelque part, on prend un neveu, n'importe qui n'a même pas ces compétences-là. Alors l'ONEM fait quoi pour lutter contre tout ça? Bon, dans un premier temps, l'ONEM constate, et puis l'ONEM donne son point de vue aux décideurs. Les décideurs qui est les gouvernements ou bien qui est... Bon, l'ONEM commence d'abord par sa tutelle. La tutelle, c'est le ministère du Emploi, Travail et Prévoyance sociale. La tutelle aussi impacte au niveau du Premier ministre et ça évolue. Il faut le dire que ça se répète de manière un peu... c'est pourquoi moi je dis que je n'ai pas de mentalité. Hein. Oui, c'est un changement de mentalité, comme vous l'avez dit. C'est pourquoi moi je me dis toujours qu'il y a une lourdeur de ce côté-là. On doit développer les deux dernières voies. Ok. Quant à ça, est-ce qu'il existe une certaine confiance entre les partenaires et l'ONEM? Parce qu'un partenaire peut se dire aussi que les profils que l'ONEM présente, ça peut être son neveu, ça peut être le neveu de M. Eric, ça peut être les cousins de M. Eric, mais c'est un profil fabriqué. Est-ce qu'il existe une certaine confiance entre les partenaires et l'ONEM? Oui, il existe, mais l'ONEM aussi ne peut donner que ce qu'il a. Comme j'ai évoqué au début de mon discours, une adéquation formation-emploi. L'entreprise a pour objectif, c'est réaliser ses bénéfices. Ce n'est pas pour vous faire plaisir. Alors quand vous venez, vous ne répondez pas au profil. Nous, on n'a rien à dire. Parce que nous faisons ce que nous appelons la présélection et non la sélection. Et l'entreprise a le monopole de la sélection. Alors parler de la confiance, je crois que le terme n'est pas à sa place. Donc nous, on fait la présélection et l'entreprise fait la sélection. Donc l'ONEM ne se limite qu'à la présélection. Il dit, voilà, j'ai coaché. Donc elle ne peut pas décider du fait que, voilà, quand un demandeur, par exemple, un demandeur vient auprès de vous et que vous l'avez enregistré, qu'il a un profil adéquat, un profil bon, et que une entreprise également, n'est-ce pas, un employeur qui vient également proposer, mettre sur place les critères qui répondent, n'est-ce pas, au profil de ces demandeurs d'emploi. Donc l'ONEM ne va pas directement imposer à l'employeur de prendre... Non, on n'impose pas à l'employeur, c'est ça. Partout au monde, on n'impose pas à l'employeur. Vous avez dit tantôt que dans les contrats de travail qui propose l'employeur, l'ONEM y jette un coup d'œil. On jette un coup d'œil, on étudie ça quand même. Ça dit, vous proposez aussi quelque chose? Si c'est un contrat des étrangers, on peut dire que non. Les postes ici, par rapport à la réalité, revient aux nationaux. Vous devez engager quelqu'un originaire. D'accord. Oui. Quand les employeurs viennent déposer leurs offres, certainement, ils énumèrent aussi dans les profils les salaires qui est censé être. Est-ce que l'ONEM y prend bénéfice, je ne sais pas, chez les demandeurs qui est en quête d'emploi, ou bien l'ONEM prend bénéfice chez l'employeur qui dépose Écoutez, tout ça, c'est dans le code du travail. Le code du travail, voilà les éléments qui composent un contrat. Il y a les salaires, il y a ceci, là. Si les salaires respectent les SMIC, la personne est déjà dans les bons. L'ONEM, il gagne quoi? Pardon? L'ONEM gagne quoi? L'ONEM repose sur ce que nous appelons la gratuité de ses services. On ne gagne rien parce que nos services sont gratuits. Même si vous payez quelqu'un 100 000 $, nous, on ne gagne rien. Ce n'est pas les bénévolats quand même. Ce n'est pas les bénévolats, c'est-à-dire l'ONEM est financé. Mais en contrepartie, oui. L'ONEM aussi, pour ce fonctionnement, il est financé parce que nous appelons la contribution patronale, qui est de 0,2% de la masse salariale de chaque entreprise. Okay. Donc, comme vous êtes là, si la masse salariale est de 10 000, vous calculez 10 000 $, si c'est $1, fois 0,2%, et c'est ce que vous allez verser à l'ONEM pour permettre à l'ONEM de fonctionner dans ces missions. Voilà, on se dirige tout lentement vers la chute.
On va maintenant essayer d'étudier les pistes de solutions dans certains coins, entre autres les chômages, comme on parlait de l'emploi et autres. La première question serait, que recommande d'abord l'ONEM pour que les taux de chômage soient un peu revus à la baisse? À cette question, j'aimerais bien préciser que dernièrement, d'après le rapport publié par la Banque centrale du Congo, il situait donc ces rapports-là à 3,7% les taux de chômage en mai 2023. 3,7%. Je crois que la question est bien posée. Je vais essayer d'éclaircir. Oui. Nous sommes là. Vous pouvez prendre votre ordinateur, téléphone, entrer sur Internet. Oui. Vous pouvez tomber là, on dit que le taux de chômage est peut-être de 84%. Et après, on dit qu'il est de 3%. Pourquoi? C'est parti des définitions des concepts. Parce que les concepts, par exemple, de l'OIT, on vous dit qu'un sireur n'est pas un chômeur. Parce qu'il a une activité qui lui crée les revenus. Okay. Bien que c'est informel. Vous comprenez un peu. Mais nous, dans notre tête, il est d'abord chômeur. Alors là, on va dire que le taux de chômage est de 84. Mais si on dit que toute personne qui vend Pondou Yangoyo, s'il vend et qu'il a les revenus, mais on a vécu ça lorsque son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a voulu réhabiliter les grands marchés. Oui. On a fermé les grands marchés. On a fermé les grands marchés, c'est qui moi aussi, quand j'étais jeune, j'avais déjà vendu au niveau du grand marché. Alors, avant cette action-là, vous arrivez au grand marché, vous demandez à la maman, elle est chômeur. Mais les jours où on a dit, bon, on va maintenant réhabiliter, Moussa les Koufi, c'est les jours qu'elle a reconnu que c'est un boulot quand même. Et elle-même dit qu'elle fait étudier ses enfants à partir de ces revenus-là. Oui. Elle paye sa maison. Donc, au niveau de l'organisation internationale, on vous dit que vous n'êtes pas chômeur. Mais nous, ici, nous sommes chômeurs. C'est pourquoi il y a deux taux chaque fois. Tantôt, c'est au-delà de 50%, tantôt, c'est en deçà de 10%. Voilà pourquoi l'ONEM doit aider la population à comprendre qui est chômeur et qui ne l'est pas. Bon, même si vous comprenez, nous sommes là plus pour les solutions. Voilà, si on dit que vous avez la malaria, ce n'est pas ça l'objectif. On doit vous dire qu'il y a la quinine à côté. Parlant des solutions, les taux de chômage, comme le disait mon co-débatteur, mon commentateur tantôt, que la Banque centrale l'a défini à 3,7%. Bon, avec les 3,7%, que propose l'ONEM comme piste de solutions pour lutter contre ces problèmes? Ok, nous répondons sur les trois voies. Donc par rapport aux offres, nous avons un point de vue sur lequel nous disons il y a inadéquation, formation, emploi. Ok. Pour votre information, j'étais dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, la section littéraire est en train de disparaître. Vous comprenez un peu? Et ils sont en train de promouvoir l'enseignement technique et la formation professionnelle. C'est ce qui prend de l'ampleur. Okay. Vous comprenez un peu? Ça, c'est une solution que l'on a déjà proposée. On doit réformer notre système éducatif. Vous comprenez un peu? Hormis ça, l'ONEM accompagne avec les techniques d'emploi, l'orientation professionnelle. Mais quand on va casser cette inadéquation-là, la plupart des candidats vont répondre maintenant aux besoins des entreprises. Donc, on va déjà aider la première voie. La seconde voie, c'est qu'il faut que nos partenaires multilatéraux, bilatéraux, tout ça, puissent nous aider. Les projets sont là et que nous aussi, à notre niveau, nous puissions nous sensibiliser entre nous. Parce qu'il y a quelqu'un, quand on vous dit qu'il y a un poste qu'on appelle éboueur, mais nous, on appelle ça pousse-pousseur. Ailleurs, c'est du boulot, mais ici, chez nous, on va dire que ce n'est pas du boulot. Alors, quelque part, il y a le problème de mentalité, le problème de conscientisation, de l'éducation à la citoyenneté, pour qu'on dise quand même aux gens. Et puis, là, je voulais aussi mettre un accent sur les termes emploi, offre d'emploi, tout ça, création d'emploi. En fait, quand on parle de création d'emploi, c'est d'abord, il faut déterminer les postes. Je peux donner l'exemple de deux postes. Allez-y. Ecofin TV recrute les consultants. OK? Oui. Mais dans la plupart des cas, dans les entreprises, on recrute combien de consultants? C'est un consultant. Mais si Transco recrute pour les postes des chauffeurs, il y aura combien de chauffeurs? 500. Si on achète 500 académies, il y aura aussi plus de 500. Oui, 500. Ouais, donc, chaque poste a ses nombres. Donc, quand vous parlez de création d'emplois, c'est pourquoi moi, j'ai toujours dit aux gens, quand quelqu'un dit que je vais créer des emplois, il faut lui poser la question, donnez-nous les noms, les intitulés de ces postes-là. Comme ça, on aura l'impact de chaque poste sur le nombre d'emplois à créer. Et pour votre information, depuis l'indépendance, c'est avec l'actuel gouvernement et l'actuel ministre de l'Emploi, Travail et Progression sociale, son Excellence, Madame Ndoussi Claudine, oui, qui a essayé, qui est en train de mettre en place ce qu'on appelle les ROM. Les ROM, c'est quoi?
c'est le répertoire opérationnel des métiers et des emplois. Ça a commencé en 1986 en France. Mais c'est l'année passée qu'au moins au Congo, tous les ministres qui nous succédaient n'ont pas pensé à ça. Et ça, c'est un élément très capital pour nous aider parce que ça détermine, dans les Roms, il y a au moins plus ou moins 10 000 postes. Mais après la première enquête administrative, on s'est rendu compte que le Congo n'a pas encore atteint la moitié, avec tous les intitulés des postes que nous avons, journalistes, ceci, cela. Okay. Alors, les autres postes, pour nous, ce sont des emplois du futur. Et nous avons des programmes par rapport aux emplois du futur. Nous avons même des programmes pour les personnes qui n'ont ni diplôme, ni expérience, ni compétences. Il y a des programmes qui peuvent déjà, les entreprises exigent là, vous ne voyez que les entreprises. Non, mais les programmes remplacent les entreprises. C'est une alternative. Qu'est-ce qu'il vous faut concrètement pour que vous puissiez mettre en pratique tous ces programmes que vous avez? Moi, je demanderais à ce que ce soit vous les journalistes, que ce soit nous l'ONEM, que ce soit tout le monde, que nous puissions mettre l'accent sur la promotion des projets et des programmes. Ça va résorber le chômage plus que les offres d'emploi. Mais ici, quand on invite l'ONEM, et où tous les journalistes vous compèrent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent toujours des offres. Et moi, ça n'engage que moi, je me dis, la probabilité pour les offres est réduite par rapport au projet et par rapport à l'entrepreneuriat. Et du côté de l'entrepreneuriat aussi, toujours à propos du système éducatif, qu'est-ce qui est des entreprises? C'est des centres de formation qu'on appelle des incubateurs. Okay. Chez nous, il n'y en a pas assez. Alors nous demandons, nous profitons de cette occasion pour demander, parce qu'au moins l'ONEM a déjà envoyé sa correspondance, pour qu'on fasse la promotion des incubateurs. Ce sont les nouveaux centres de formation qui ne datent pas d'il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. La population lambda qui vous suit... donc on a besoin des incubateurs. Ce sont des centres qui accompagnent les entrepreneurs. Ces incubateurs-là, ça fait quoi? Donc ça vous aide à ne pas avoir une seule vision, n'attendre que les offres. Mais vous êtes, au lieu d'être demandeur d'emploi, vous êtes créateur aussi. D'emploi, oui. Alors nous, au Congo, là, ça engage mes recherches en tant que scientifique. Donc si nous optons pour la seconde et la troisième voie, on ne parlera plus des chômeurs. Je pense peut-être que vous avez plus martelé ici sur la réforme du système éducatif. Mais vous, en tant que l'ONEM, l'Office national de l'emploi, est-ce que vous avez déjà eu à contacter le ministère de l'Éducation pour lui proposer au fait, des pistes, des solutions, n'est-ce pas, qui vont permettre à ce qu'on ait plus de créateurs d'emploi que de demandeurs d'emploi? Non, nous avons le ministère de l'Éducation. Je ne voulais pas parler de l'enseignement supérieur, technique, de l'Éducation, mais nous avons aussi le ministère de l'Entrepreneuriat. Nous avons aussi même le fonds pour FOGEC, je crois. Oui. FOGEC, oui. Oui. Nous avons un ADEC aussi. Donc, moi, je crois qu'il faudrait qu'on se mette autour d'une table avec des projets concrets. Chose qui n'a pas été faite ou qui n'a pas encore été proposé. Ça a déjà été proposé, mais c'est avec la vision du chef de l'État, parce que je m'engage, j'avais suivi quand il avait reçu les jeunes, il en avait parlé. Je crois qu'on entend peut-être la concrétisation. Mais sinon, moi j'ai dit à haute voix que si nous restons dans l'optique des offres d'emploi, en tout cas, nous allons encourager les autres à fêter les anniversaires des chômages. Alors, avant d'amorcer le dernier virage, pour ne pas, n'est-ce pas, faire en sorte que les gens fêtent leur anniversaire de chômage, nous aimerions d'abord savoir, parce que sur votre portail du site web, on a vu au moins, vous avez recensé au moins 2654 offres d'emploi qui ont été enregistrées. Oui. Alors, on aimerait savoir quelle suite vous réservez à tous ces demandeurs d'emploi là avant d'amorcer le dernier virage. Quelle suite vous réservez à toutes ces personnes? Je donne une petite précision. Quand l'offre vient, il vient aussi, c'est une offre qui a une correspondance, mais qui a un nombre de postes ou nombre d'emplois. Par exemple, une lettre qui tombe sur la table qui vous dit nous recrutons 10 chauffeurs. Mais l'autre dit que nous recrutons un gestionnaire de projet. Vous voyez la différence? Alors, nous avons autant de correspondances, les 2000, mais en termes de postes, c'est un autre chiffre. Vous comprenez un peu? Et qu'est-ce que nous faisons? Nous jugeons dans notre base de données, est-ce que nous avons des profils qui répondent? Parfois, nous n'en avons pas, surtout dans les secteurs miniers et tout ça. Parfois, il n'y en a pas. Et parfois, il y en a, mais les gens ne s'enregistrent pas. Comme l'ONEM, ce n'est pas une église des prophètes pour savoir que tel est là-bas. Okay. Alors, on peut toujours condamner ça. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre service? Au niveau déjà, par rapport à nos partenaires, moi, je demanderais que
on puisse conscientiser le peuple par rapport même au concept travail, emploi, chômage. Ça, c'est d'une part. D'autre part, si on peut aider l'ONEM à partir de ce qu'on appelle le déplafonnement des accusations patronales, si on peut soutenir l'ONEM pour que l'ONEM soit vraiment sur terrain, ça peut vraiment beaucoup aider. Qui peut le faire? N'est-ce pas le gouvernement? Bien sûr. Qui est votre partenaire numéro 1, votre partenaire officiel? Par exemple, au niveau des mentalités, moi, je peux dire, par exemple, au niveau des partis politiques, il y a des gens qu'on appelle présidents des ligues des jeunes. Oui. Moi, j'aurais souhaité que la Ligue des jeunes se transforme en Ligue des jeunes entrepreneurs, par exemple. C'est déjà une avancée. Et puis qu'on parle aussi sur les financements. Et là, je crois que je souhaiterais que ma hiérarchie puisse rencontrer aussi sa hiérarchie pour qu'on parle de financement des projets. Okay, alors, quelle relation pour chuter, quelle relation vous partagez avec, on vient de citer ici FOGEC, oui. On vient de citer aussi ANADEC et autres. Copemeco et autres. Est-ce que vous avez aussi des liens étroits avec... nous avons des liens, mais je peux peut-être retirer le terme étroit. Les liens existent, mais nous comptons que ces liens-là soient étroits. Vous comptez que ces liens-là soient étroits. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Ce qui n'est pas. En tout cas, pour moi, c'est l'idéal. Okay. Chaque fois qu'il y ait même des sessions ou des rencontres de façon permanente, pour qu'on puisse tabler tous ensemble. Si chacun reste dans son coin. D'où il faudrait que vous vous mettiez au travail, recontacter toutes ces agences-là, toutes ces institutions précitées, afin que vous vous remettiez ensemble en fait de trouver des solutions adéquates. On va certainement citer par cette dernière question, certainement votre mot de la fin. Qu'est-ce que la population peut retenir sur tout ce qu'on vient de dire ici pour l'ONEM, ses missions et tout ce que l'ONEM veut pour la population? La première chose que la population peut retenir, c'est que l'ONEM n'est pas l'institution qui délivre seulement les cartes. Parce que la plupart des gens, pour eux, c'est ça la définition. Donc, l'ONEM joue le rôle de l'intermédiation entre ceux qui sont en quête d'emploi et le marché de l'emploi, où il y a les employeurs, il y a les projets et il y a l'entrepreneuriat. Donc, veuillez contacter l'ONEM, venez vous enregistrer, même si vous n'avez pas un diplôme, venez vous enregistrer. Parce qu'à partir des informations, je ne sais pas si on a encore un peu de temps, si j'avais encore une minute, à partir de, partir de votre atterrissage à l'ONEM, nous retirons, nous ne nous limitons pas au dénombrement que parfois on appelle statistique. Nous étudions. Je prends un exemple très facile. Lorsque vous venez vous enregistrer, s'il y a des diplômés, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a 50% des demandeurs d'emploi qui sont des théologiens. Alors, on ne s'arrête pas là. Mais quand nous regardons du côté des offres, 50% des personnes qu'on doit recruter, ce sont des informaticiens. Nous, on ne va pas croiser les bras. On va revenir pour dire que, chers amis, comme nous passons ici, voilà les opportunités d'emploi. Chers parents, ne dites pas à vos enfants, comme dans la famille, il n'y a pas de juristes, il n'y a pas de médecins, ne les forcez pas. Voilà les réalités, voilà on doit aussi les conduire. OK? Qu'on essaye aussi de booster le ministère de la formation professionnelle. OK. Soyons concrets, parce que vous avez dit qu'on retienne quelque chose. Son Excellence, Monsieur le chef de l'État, un jour, il est atterri à Banana pour déposer la première pierre, afin qu'on construise le port. Le port des bananes. En eau profonde des bananes. Mais c'est une opportunité d'emploi. D'abord, la construction. Parce que construire une maison, construire un pont, c'est différent. Mais nous, nous avons ce que, à partir de notre ministre, avec les Roms, nous allons prendre des répertoires sectoriels. Quels sont les métiers, quels sont les emplois qui sont au niveau de ces genres de projets, dans la construction et puis dans l'opérationnalisation. Nous mettons à votre disposition et nous disons, voilà ce qui vous attend, vous qui habitez Banana, voilà ce qui vous attend, vous qui voulez aller travailler là-bas, est-ce que vous avez cette formation? Et directement, on peut dire au ministre de la Formation, est-ce que vous avez ces centres qui forment ce genre de profils? Demain, nous aurons les bateaux de pêche. Pour conduire un bateau, celui qui conduit l'appel, ce n'est pas matelot, chalutier, capitaine et autres. Bon, est-ce que vous, qui êtes journaliste, vous êtes plus curieux que nous? Est-ce que nous avons un centre où on forme les matelots, les capitaines? Alors, c'est le moment où on doit vite aller. Nous avons autant de projets, développement des 145 territoires. C'est à nous, nous avons le devoir de vous dire, voilà les répertoires des métiers et des emplois qui vous attendent là-bas. À vous de vous dire, après diagnostic, vous dites, oh non, mais moi j'aime citer un peu la théologie pour ne pas vexer les gens. Oui. J'ai fait la théologie, mais ça ne répond pas à tel projet, ça ne répond pas à tel programme.
Et directement, il y a des centres de formation, en commençant par l'INPP. Vous pouvez aller vite vous rattraper. Ok. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu ce que la proposition peut s'attendre, c'est de venir pour qu'on leur donne l'information sur les métiers présents, sur les métiers et emplois du futur. Et au niveau du système éducatif, qu'on essaie un peu de revoir un peu nos programmes ici. Et qu'on booste l'enseignement technique, la formation professionnelle. Parce que c'est ce qui amène le pays au développement. Voilà, c'est booster l'enseignement technique socio-professionnel pour, n'est-ce pas, avoir ou encore espérer au développement de la République du Congo. Qui met donc fin à notre émission d'aujourd'hui, c'est le diagnostic. Merci. C'était le diagnostic. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de discuter avec M. Eric Mungomba Kitenge, qui est le directeur technique de l'ONEM. Le rendez-vous est pris au prochain numéro avec un autre invité. Merci.